Cette émission est entièrement financée par ses auditeurs. Aujourd'hui, nous remercions Nidayor, Pascal Germain, Jetero, Paramazpat, Denis Artem, LBDV et Alexis Froissart. Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Tech, l'émission qui explore et qui vous résume de manière compréhensible toute l'actualité tech, internet et gadgets. Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Tech, l'émission bimensuelle où on parle de technologie, internet et gadgets. Je suis Patrick Béja, nous sommes en décembre, comme le temps passe 2017. Et aujourd'hui, on va vous parler de Bitcoin, plus particulièrement de crypto-monnaies peut-être en général, mais spécifiquement de Bitcoin. Un petit peu d'investissement, entre guillemets, early stage, si vous me pardonnez cet anglicisme. On va parler aussi de Facebook pour les enfants, de la rentrée 2018 avec la fin du téléphone portable, de jouets connectés, d'emojis, de bières et de burgers catastrophiques mais réparés, etc., etc. Et pour m'aider dans cette entreprise louable qui est d'expliquer la tech au monde dans son ensemble, j'ai aujourd'hui Jeff qui nous rejoint de la Silicon Valley, qui nous accorde une petite heure de son temps précieux. Comment ça va, Jeff ? Ça va très bien, bonjour à tous, bonjour à toutes. Heureux de vous rejoindre. Je rappelle que tu es investisseur, j'allais dire tech, mais en fait investisseur tout court dans la Silicon Valley. Donc c'est un domaine que tu connais bien. Investisseur tout court depuis 17 ans. C'est ça. Tu as abandonné les fromages et les vins. Enfin, en même temps, je dis ça, je suis sûr qu'ils ont des fromages et des vins assez... Là, je dirais pas ça parce que si tu suis un peu ce que je poste sur Instagram, tu vois quand même pas mal de vins et de fromage en photo. C'est ça. On garde son âme française où qu'on soit. C'est de la propagande. J'en sais quelque chose depuis ma Finlande adoptive depuis quelques semaines ou même quelques mois. Et la voix suave que vous entendez de l'autre côté, c'est celle qui nous vient de Corben. Comment ça va, Corben ? Manuel Dorn. Alors je sais pas comment t'appeler dans cette émission sérieuse. Manuel, Corben, Monsieur Dorn. Mon petit lapin en sucre, comme tu veux. Très bien. Pas de problème. Mon petit lapin en sucre, parfait. Eh ben écoute, le sucre est un bon thème pour. Vous allez voir cette transition incroyable. C'est un bon thème pour faire la transition vers les aventures et mésaventures des bitcoins et des crypto-monnaies, parce qu'on a parfois un petit peu l'impression que c'est un château non pas de sable mais de sucre qui monte au firmament, mais qui pourrait s'effondrer assez vite. Et alors, il y a plusieurs éléments dont je voudrais parler. Ça fait quelques semaines, quelques mois que je voudrais en parler, qu'on y touche par-ci par-là au Bitcoin. Et c'est vrai que il y a eu un certain nombre de choses qui se sont passées ces dernières semaines. On sent que ça bouillonne et les événements de ces dernières semaines font qu'on peut plus vraiment l'ignorer. Et je pense qu'il est important d'en parler aux auditeurs parce qu'il y a des choses intéressantes qui se passent. La plus évidente et la plus visible d'entre elles, c'est la montée en flèche de la valeur du Bitcoin. On parlait dans l'épisode précédent du fait que un Bitcoin allait atteindre la somme de $10,000. On était à quelques heures du fait qu'il atteigne $10,000. Et ben, aujourd'hui, 2 semaines plus tard, on a atteint un prix pour un Bitcoin qui a largement dépassé les $10,000 puisque, si je ne m'abuse, le 11 décembre, on était à $18,000 pour un Bitcoin. Alors, la valeur boursière, entre guillemets, la capitalisation, on va dire, même pas boursière parce que c'est pas en bourse, mais la capitalisation du marché des bitcoins a dépassé les 250 milliards de dollars et c'est un objet, j'ai envie de dire, technologique, une curiosité technologique qui là inquiète même les plus fervents défenseurs du Bitcoin parce que d'une part, on ne sait pas jusqu'où ça va aller, et d'autre part, la volatilité de la valeur du Bitcoin rend le fait de faire de baser une
entreprise, pas dans le sens une société, mais de faire quelque chose avec du Bitcoin, ça le rend difficile. D'ailleurs, on a la société Valve qui a supprimé le soutien du Bitcoin pour les jeux qu'ils vendent sur leur interface Steam. Ils l'ont supprimé parce qu'ils ont dit c'est pas que le Bitcoin est pas bon, mais c'est juste trop volatile. Entre le moment où quelqu'un achète un jeu et le moment où il va être payé, on peut avoir un changement important, et puis les frais sont en train de monter vers $20 par transaction. Enfin, c'est des trucs vraiment compliqués. Et d'ailleurs, il y a notre ami Totor qui a posté dans le Slack des Patriotes une blague qui illustre bien cette situation, qui était la blague était: alors, il y a un enfant qui demande à son père pour mon anniversaire, je voudrais un Bitcoin. Et le père lui répond: quoi? 15 000 $? Mais enfin, 14 000 $, c'est énormément d'argent. Qu'est-ce que tu voudrais bien faire avec 16 000 $? Et j'ai trouvé la blague assez marrante, genre, tu vois, ça change tout le temps, non? Oui, bon, c'est okay. Vrai. C'était sur Twitter, ça vient de Cryptomanran. Mais ça illustre bien le fait, enfin, on est dans une situation qui est non seulement surprenante, j'ai l'impression, mais qui est complètement folle, et qui, au-delà du fait qu'on se demande est-ce que c'est une bulle, pas une bulle, tout ça, enfin, qui rend extrêmement difficile le fait de baser quoi que ce soit sur cette valeur. Alors peut-être que ça se stabilisera à un moment. Rappelons que le Bitcoin a commencé l'année à $1,000 à peu près, en dessous de $1,000. Donc peut-être que ça stabilisera et qu'on pourra faire des choses avec le Bitcoin. Mais là, enfin, moi, vu de l'extérieur, en tant que quelqu'un qui n'a pas vraiment la connaissance de l'utilisation et des conditions pour construire un business sur quoi que ce soit, ça me paraît quand même compliqué de gérer les choses avec une valeur aussi volatile. Je me tourne vers Jeff, du coup, c'est devenu trop, là, non? Bah, ça fait quand même bien longtemps que c'était trop, donc là, je sais plus trop quel adjectif utiliser, puisque tu vas avoir les défenseurs du Bitcoin qui disent, de toute façon, ça peut valoir jusqu'à 100 000 $. Donc, en gros, quelques valeurs que à laquelle tu achètes maintenant, de toute façon, tu as encore un potentiel de faire 2, 3, 4, 5x. Après, tu as les détracteurs du Bitcoin, comme moi, qui disent c'est de la connerie en barre, ça veut rien dire, puisqu'il n'y a aucune valeur attachée au Bitcoin, c'est essentiellement de la spéculation et un problème d'imbalance entre la demande et supply and demand, donc la demande et puis l'offre. Et l'offre, oui. Donc en gros, tout le monde aujourd'hui veut acheter du Bitcoin parce que tous les gens qui regardent la valeur du Bitcoin la semaine dernière et cette semaine voient que en gros tu peux te faire, c'est 4 000 $ en une semaine. Donc t'as aucun asset aujourd'hui qui te permet de faire autant d'argent en très peu de temps de façon complètement spéculative. Mais c'est la définition d'une bulle, ça, non? Enfin, ça me paraît. C'est la définition de quelque chose, c'est extrêmement spéculatif. Et donc, on se retrouve dans le même contexte que la première bulle Internet et on sait comment ça s'est fini. Donc, aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Puisque la presse s'est relayée des nouvelles du Bitcoin. Aujourd'hui, Bitcoin vaut tant. Et en gros, le petit porteur se dit il faut que j'achète du Bitcoin parce que je peux faire beaucoup d'argent. Donc ça veut dire que l'application Coinbase est la première application dans l'App Store aux États-Unis qui est en gros un wallet Bitcoin qui te permet d'acheter et de vendre du Bitcoin relativement simplement. Le CEO de Coinbase t'écrit attention, faites attention. Ouais. Faites pas de conneries, soyez prudents et ayez bien conscience d'un fait. Au moment où Bitcoin explose et se casse la gueule, vous ne pourrez pas vendre vos Bitcoins parce que nos serveurs sont complètement sous l'eau. Et c'est le mec qui se fait des dizaines de millions de dollars par mois à te vendre des services pour acheter et vendre du Bitcoin. Et les autres différentes cryptocurrencies. Ouais. Donc, quand tu vois ce niveau de précaution, tu te dis, on est proche du moment où tout va exploser.
Il y a un article que tu avais publié, Corben, sur une réponse de John McAfee, qui est un personnage, on va dire, un petit peu particulier dans la tech, qui disait, moi je disais que ça allait être $500,000 jusqu'à d'ici 2020. Vu comment ça monte maintenant, moi je prédis $1 million pour la valeur du Bitcoin en 2020. Alors évidemment, ça c'est à la fois alléchant et à la fois ça fait un petit peu n'importe quoi. Mais du coup, toi, tu as une philosophie qui me semble saine, c'est le Bitcoin, il vaut mieux investir de l'argent dont on n'a pas besoin, un petit peu comme souvent les investissements, mais... Ouais, alors moi je me suis jamais intéressé à des investissements, des actions, des placements, des machins, ça m'intéresse pas du tout. Enfin, je me suis jamais intéressé à tout ça et j'ai découvert ça donc au mois de mars via le Bitcoin et via les crypto-monnaies parce qu'il n'y a pas que le Bitcoin et en fait je trouve ça très drôle, ça m'amuse beaucoup. Et alors c'est vrai que t'as raison, c'est volatile, c'est effectivement basé sur rien, si ce n'est la valeur qu'on donne à cette monnaie qui en reste quand même un rêve qui se réalisera peut-être, j'en sais rien, mais c'est basé sur rien, oui et non. Il y a une certaine base technologique, il y a un potentiel qui est un petit peu du domaine du rêve effectivement, mais il y a un potentiel dont on parlera dans un instant. Mais oui, non, mais c'est ça. C'est-à-dire que c'est une monnaie qui est un rêve. Voilà, monnaie qui est peer-to-peer. On peut pas contrôler. Tout le monde peut se l'échanger librement, etc. Donc c'est la concrétisation en fait d'un rêve où la monnaie sort de l'emprise des gouvernements, etc. Donc il y a ça aussi. Après je pense qu'il y a tout le contexte économique. Enfin voilà, les crises qu'on nous annonce régulièrement, etc. qui font que les gens cherchent des choses un peu refuge, de valeur, comme l'or ou les métaux, etc. L'or ou les bitcoins. Ouais. Oui, mais pourquoi pas. Enfin, pour moi, le Bitcoin, c'est un peu comme de l'or, en fait. C'est-à-dire, moi, je le vois un peu comme ça. C'est-à-dire que c'est limité à 21 millions, je crois. Il y en aura 21 millions de Bitcoin. Donc, à un moment, ça va s'arrêter. C'est-à-dire que il y en aura pas plus. Et ça va circuler, quoi. Donc maintenant, c'est peut-être à ce moment-là que la valeur va peut-être commencer à se stabiliser, ou en tout cas que ça va se cracher la tronche. Peut-être avant, j'en sais rien. Et moi, ma philosophie, c'est de dire, voilà, c'est rigolo, faut jouer avec. Enfin, moi, je trouve ça sympa de jouer avec, mais faut pas risquer ses économies ou faire un coup de poker là-dessus, quoi. Il y en a qui le font. Hein. On sait que les frères Winklevoss qu'on connaît bien depuis Facebook ont investi énormément dans le Bitcoin, ça a l'air de payer pour eux, mais justement mais on rejoint sûrement déjà énormément. Enfin, tu vois, bien sûr, ils avaient reçu 11 millions de Facebook, si je ne m'abuse, de Zuckerberg dans un accord suite à leur procès. Et ils ont investi tout ça, donc oui, ils avaient beaucoup d'argent, bien sûr, mais je crois qu'ils ont reçu 60. Enfin, d'accord. Je me rappelle qu'ils avaient reçu un peu plus que ça. Et effectivement, ils ont mis 11 millions dans le Bitcoin super tôt, quoi. Et donc, la valeur de leur investissement à ce jour, c'est de l'ordre du milliard. Ce qu'il faut comprendre avec le Bitcoin, c'est que c'est la monnaie de base pour acheter les autres crypto-monnaies, en fait. Et je pense qu'un jour le Bitcoin va mourir parce que c'est un vieux truc, quoi. C'est la première premier essai à la limite, ouais. C'est le premier, et qu'il y a et que dessus, sur les cendres du Bitcoin, vont émerger les nouvelles monnaies, les nouvelles cryptos, les blockchains, enfin peu importe comment on les appelle, en fonction de ce qu'elles sont destinées à faire des nouvelles crypto-monnaies, quoi. Mais le truc qui est intéressant là-dedans, c'est que effectivement pour le moment le Bitcoin sous-tend une bonne partie, on va pas dire tous parce que il y a des gens qui vont me tomber dessus dans les commentaires, mais une partie de cet écosystème. Et surtout, là où on parlait du rêve de remplacer les monnaies traditionnelles et les institutions financières par quelque chose de vraiment décentralisé et vraiment P2P, aujourd'hui, on estime qu'il y a environ 1 millier d'utilisateurs. Alors, il y a deux choses. D'une part, 30% à peu près des bitcoins qui ont déjà été minés sont perdus parce qu'ils sont dans des portefeuilles dont les gens n'ont plus, que les gens ont effacé ou dont les gens n'ont plus les mots de passe ou ce genre de trucs. On estime à peu près 30%. Donc, bon, ça c'est une partie de la chose. Mais surtout, il y a 1 millier d'utilisateurs principalement basés en Chine, là où l'énergie est un petit peu moins chère et près de sources d'énergie hydroélectrique souvent, qui contrôlent 40% des bitcoins.
Ce qui veut dire que ils peuvent c'est que 1 millier d'utilisateurs, donc c'est pas non plus la décentralisation totale dont on aurait pu rêver, ou en tout cas pas encore. Et puis ils pourraient manipuler la crypto-monnaie. Alors on parle du Bitcoin, on pourrait parler des autres, mais ils pourraient manipuler. On se demande, à la limite, même s'il n'y a pas un effet ici avec cette augmentation démesurée de la valeur du Bitcoin. Peut-être même qu'ils sont en train de se concerter, ou une partie d'entre eux pour on va dire manipuler le cours du Bitcoin. Et surtout, au-delà de ça, au-delà de cette question à laquelle on n'aura sans doute pas de réponse, le fait que ça soit énormément de Chinois qui, on sait bien dans ce genre d'opération d'envergure, le gouvernement chinois lui-même n'est jamais loin, et le fait qu'il y ait des fermes de calcul qui sont là pour finalement engranger et emmagasiner autant de Bitcoin que possible, ça détruit un petit peu le rêve d'une monnaie vraiment décentralisée, quoi. C'est une préoccupation, non? Ouais, c'est vrai que ça c'est un problème. Après, comme je te disais, il y en a des centaines d'autres, des clones de Bitcoin. Enfin voilà. Donc oui, mais soyons honnêtes, les autres, bon, il y en a quelques-uns, on va dire 2-3 qu'on connaît un petit peu. Bien sûr. Mais ce que je veux dire, c'est que aujourd'hui, c'est les bitcoins qui est le gros. Ouais, mais ce que je veux dire, c'est que si demain le bitcoin revient à zéro parce que les gens ont manipulé, ou parce que ça s'est juste cassé la gueule, parce que c'est une bulle ou pas, j'en sais rien. Enfin, je veux dire, ça va pas faire. Tu veux dire que le rêve de la crypto-monnaie, le concept, oui, il sera toujours là. Voilà, donc c'est comme le peer-to-peer avec les logiciels de téléchargement. Bon t'as iDonkey qui a disparu, t'as Emule qui a disparu, et puis maintenant t'es sur BitTorrent et ça continue. Enfin voilà. Ouais, mais moi ce que je veux dire, c'est des technos, donc elles disparaissent, elles évoluent. Je suis d'accord, mais le truc qui me préoccupe, c'est surtout que dans le principe du fonctionnement des crypto-monnaies, il y a la nécessité de cette puissance de calcul mathématique. C'est à la base du fonctionnement des crypto-monnaies. Même si on parle de Ethereum, qui fait plus que de la monnaie, dont l'idée est de faire un web décentralisé, finalement, j'ai l'impression qu'on rejoint les problèmes qui se sont posés sur le web, où l'idée était d'avoir très peu de serveurs centraux, mais une décentralisation des pouvoirs vraiment, et pas avoir cette architecture client-serveur. Finalement, le web aujourd'hui, c'est très très client-serveur et serveur centrique. Pas parce que le système est mal conçu, mais parce que de fait, on dérive vers ce système pour tout un tas de raisons dans lesquelles on ne va pas rentrer. Là, j'ai l'impression que, étant donné la nécessité d'avoir cette puissance de calcul et donc une architecture particulière, ça concentre les pouvoirs chez ceux qui s'organisent pour avoir cette puissance de calcul et qui engrangent les cartes graphiques spécialisées. Et donc, même si demain une autre crypto-monnaie prend le dessus, le même problème se reposera. Les types, ils ont qu'à mettre leur logiciel de minage sur leurs fermes qui sont déjà existantes, et voilà, ils contrôlent la nouvelle crypto-monnaie. Oui, de toute façon, tu peux te poser la même question pour toutes les monnaies ou toutes les ressources. Ouais, à ce moment, on finit par poser la question de laquelle est mieux, et est-ce qu'on préfère faire confiance à des gouvernements ou faire confiance à des armées d'inconnus qui ont beaucoup d'ordinateurs chez eux près des centrales hydroélectriques. Je t'avoue que moi, j'aurais plutôt tendance à dire, je suis pas certain de faire confiance aux gens qui accumulent les ordinateurs et les cartes graphiques, quoi. Mais ça nous pose d'ailleurs une autre question qui est intéressante, c'est le coût du Bitcoin, au-delà du coût en matériel, mais du coût en électricité. Et c'est un truc que j'ai évoqué il y a, je sais plus, 1 ou 2 épisodes, mais qui est revenu sur le devant de la scène avec le coût des transactions, ne serait-ce que le coût des transactions, je parle même pas du minage, qui était en train de devenir extrêmement élevé. Je vous avoue que je comprends pas exactement tous les détails du fonctionnement technique. Je suis pas un super expert du Bitcoin, comme on le sait, c'est très compliqué, mais visiblement, le coût des transactions atteint des niveaux qui sont inquiétants pour la transition énergétique. C'est-à-dire qu'on a créé en quelques années un nouveau besoin en énergie qui n'existait pas du tout et qui est
hyper important, à tel point qu'une transaction peut coûter en électricité assez d'électricité pour alimenter une ou plusieurs maisons pour une journée. Donc là, on arrive à un truc qui, même si aujourd'hui c'est relativement gérable parce que tout le monde n'utilise pas les bitcoins, si ça se développait, ça pourrait être préoccupant carrément pour l'écologie, quoi. Est-ce que c'est un fantasme comment dire, de FUD, de Fear, Uncertainty and Doubt, ou Corben? Alors, je vais vous donner mon avis. Alors, j'ai lu pas mal de trucs là-dessus là ces derniers jours parce que justement je me pose la question comme toi. Voilà. En fait, oui, ça consomme de l'énergie, ça c'est sûr, c'est un fait. On peut pas le changer. Maintenant, il faut le comparer à d'autres choses, quoi. Est-ce que ça consomme plus d'énergie que quand tu construis des téléphones portables et que tu approvisionnes le monde entier avec tes téléphones portables, ou quand tu imprimes des dollars, etc. Enfin voilà, faut remettre tout ça dans le contexte. Je crois que la question c'est que c'est de la monnaie. L'idée c'est d'utiliser comme monnaie. Qu'on mette les choses en perspective. Ouais. En gros, ils disent qu'à la croissance actuelle, en 2020, l'économie Bitcoin consommera autant d'électricité que les États-Unis. Tu peux pas dire que c'est rien. Je veux dire, objectivement. C'est pas rien, mais après les versions évoluent, il va y avoir des changements, enfin voilà, c'est un gros problème ce truc, donc ça va changer, parce que même le coût de la transaction en tant que tel, qui est juste le reflet de l'énergie consommée, c'est pas tenable. Donc le Bitcoin en tant que tel va évoluer pour que justement les transactions soient moins élevées et que la consommation soit moins forte. Mais c'est une préoccupation quand même aujourd'hui légitime. Ouais, enfin non, oui, mais je veux dire, en fait non, c'est parce qu'en fait les gens les pro Bitcoin disent que c'est n'importe ça, ils s'en foutent, et les anti Bitcoin disent que c'est absolument de la connerie en barre de dépenser des ressources aussi précieuses que l'électricité et ce qui est utilisé pour générer l'électricité pour en fait voilà, mais ce que dit Jeff c'est vrai, c'est-à-dire que justement les pro Bitcoin vont te dire ok, c'est une monnaie virtuelle, donc voilà, mais c'est pas plus con que d'avoir des data centers qui font tourner Facebook, ou qui font tourner Instagram, ou qui font tourner Twitter, voilà, et qui consomment aussi de l'énergie. Et puis les anti-Bitcoin vont te dire ouais, mais Twitter, Instagram, Facebook, enfin tous les services en ligne, ça a un intérêt, on va dire palpable entre guillemets, alors que la monnaie virtuelle, elle en a aucun. Enfin voilà, eux considèrent que c'est une monnaie virtuelle et que ça a aucune valeur. Et les pro Bitcoin, au contraire, considèrent que cette monnaie a une valeur et que c'est le début de quelque chose, et que plus tard ça va compter, quoi. Donc voilà, moi j'ai pas d'avis là-dessus, je m'en fous un peu. Enfin voilà, la consommation elle est réelle, ça c'est sûr, il faut trouver une solution, mais après, est-ce que le Bitcoin est-ce que c'est un Tamagotchi géant et que tu fais tourner des centrales nucléaires entières pour le faire fonctionner, ou est-ce que c'est quand même un service, on va dire, d'intérêt public général, enfin une révolution technologique, je sais pas, mais qui mérite cet apport en énergie, j'en sais rien, mais voilà, après bon, ce qui est sûr, effectivement, ce sur quoi tout le monde est d'accord, c'est que aujourd'hui la consommation, et c'est ça qui à mon sens est intéressant à dire dans cette émission, parce que c'est ce genre d'éclairage qu'on peut apporter aux auditeurs, c'est que effectivement personne ne conteste le fait qu'aujourd'hui le Bitcoin consomme effectivement énormément. Alors, les pros vont te dire oui, ça va évoluer et donc on va réussir à faire consommer moins. Les anti te disent bon, attention, ça consomme trop. Moi, je crois qu'effectivement, le fait que ça consomme à ce point, c'était quelque chose qu'on n'avait pas vu venir, en quelque sorte. De la même manière qu'on n'avait pas vu venir le fait que quelques centaines ou quelques milliers de personnes pouvaient contrôler le devenir de ce type de crypto-monnaie. Donc bon, encore une fois, on pose plus de questions qu'on a de réponses définitives, mais je crois que c'est l'intérêt dans ces sujets-là vient plus des questions que des réponses aujourd'hui, en tout cas. Là, en fait, là, si tu veux ancrer le truc dans le réel, là, je lisais un article là. En fait, la consommation du Bitcoin est équivalente, enfin, est même supérieure à celui de l'Irlande. Voilà. Aujourd'hui. Ouais. Donc c'est pas de 158 autres pays. Enfin voilà, il y a des pays qui consomment moins que ce que le Bitcoin consomme, quoi. Et donc c'est pour ça que c'est une interrogation légitime à mon sens, c'est que l'idée est de remplacer la monnaie
l'idée, ou en tout cas, est de proposer une alternative à la monnaie, mais il faut pas perdre de vue le fait que aujourd'hui, si les choses n'évoluent pas, et peut-être que les groupes de développement de ces crypto-monnaies et du Bitcoin vont y remédier, mais aujourd'hui, le coût de remplacement de cette monnaie et la consommation en électricité qui est pas triviale. Alors ensuite, on peut décider si oui ou non ça vaut le coup, mais il faut le savoir. Et ça, c'est quelque chose dont on s'est rendu compte là il y a 2 semaines, quoi. C'est au-delà des cercles spécifiques de connaisseurs du Bitcoin, c'est sorti dans le un petit peu plus grand public. Il y a pas du tout longtemps, donc c'est important de le noter à mon sens. Ouais. Bon, il y a d'autres éléments. Enfin, quand même pour revenir. Oui, bien sûr. Vas-y. Ce que tu disais, qui est juste, c'est que d'un seul coup, les mineurs n'avaient plus vraiment de raison de miner, étant donné le coût de l'électricité et la difficulté que tu as aujourd'hui en termes des ressources nécessaires à trouver à miner un nouveau Bitcoin. Et d'un seul coup, comme par magie, le prix du Bitcoin est augmenté par 10x ou 20x en fonction de ta date de référence. Et maintenant, tu peux de nouveau miner le Bitcoin de façon très profitable. Donc de là à se dire, il y a une spéculation qui a été mise en place de manière à ce qu'à la base, il n'y en a pas beaucoup des Bitcoins. Donc, comment tu fais bouger un marché de cette envergure? C'est pas impossible. Hein. Ouais. Rappelons effectivement que les bitcoins, plus on en mine, plus ils sont rares. Il y a une date, enfin une quantité limite au-delà desquelles il y en aura plus. C'est des équations mathématiques un petit peu complexes. 21 millions. Voilà, 21 millions. Je sais pas à combien on en est aujourd'hui de découverts, mais l'important est que plus on en trouve mathématiquement, plus c'est difficile d'en trouver. Donc plus il faut de puissance informatique derrière. Du coup, les fermes à Bitcoin qu'on évoquait, Jeff n'a pas tort, et j'irais même jusqu'à dire qu'il a raison. C'est quand même une coïncidence intéressante, on va dire. C'est peut-être sans rapport, mais oh mon Dieu, toutes ces fermes dans lesquelles on a investi, ça vaut plus l'investissement parce que ça coûte trop cher en électricité. Et tout à coup, en une année, et même en quelques mois ou quelques semaines, le prix du Bitcoin s'envole. Et de fait, la conséquence, c'est que ces investissements dans les fermes à Bitcoin redeviennent intéressants. Ou en tout cas, le minage redevient intéressant. C'est quand même une coïncidence très coïncidente, on va dire. Il y a d'autres problèmes comme le fait qu'une transaction prenne aujourd'hui jusqu'à, je crois, 20 heures à être effectuée, ce qui est un gros problème pour ce système. Ça dépend combien tu mets. Enfin, en fait, pour qu'une transaction soit validée, tu définis un fee, une taxe, quoi. Enfin, voilà, que tu donnes. Si t'es radin sur combien tu donnes sur ta transaction, ouais, elle va mettre du temps en fait à être validée, même plus que 48 heures, même beaucoup plus, parce qu'en fait, les gens qui valident les transactions, ils vont valider en priorité les transactions qui ont qui vont leur un taux, plus, oui. qui voilà, c'est ça. Et donc ceux qui ont mis 0, qui ont pas mis grand chose dans leur transaction, elles vont soit se retrouver bloquées pendant très très longtemps, soit passer, mais quand le cours du Bitcoin va chuter en fait, quand il y aura voilà, quand il y aura une grosse chute, elles vont se mettre à passer parce que justement il y aura plus de transactions à valeur élevée, donc du coup les petites vont passer, mais donc ça dépend en fait du montant. Si tu mets un gros montant, elle va être validée assez rapidement en fait. C'est d'où le tarif, le prix des transactions dont on parlait, le prix des frais de transaction dont on parlait pour Steam tout à l'heure, qui a conduit Valve à abandonner la possibilité de payer par Bitcoin sur leur magasin en ligne, quoi. C'est vrai que c'est très volatile. Bon, écoutez, on pourrait effectivement parler de beaucoup d'autres choses. La France qui a décidé que le Bitcoin était n'était pas une monnaie, mais un bien. Le Venezuela qui est en train de créer sa propre monnaie virtuelle. On pourrait parler du Venezuela. Je vous encourage à aller écouter l'épisode spécial qu'on a fait du Phileas Club sur le Venezuela. C'est en anglais, mais c'est hyper intéressant, etc., etc. Il y a plein de choses. Il y a CryptoKitties, qui est le fameux jeu type Tamagotchi qui représentait à un moment, je sais plus combien, genre 40% du trafic Ethereum, qui était avec des kitties. En fait, on joue, on achète et on vend des petits chats qu'on peut croiser ensuite, enfin des chats virtuels, hein, bien sûr, c'est pas des vrais. Il y en a qui se sont vendus à plus de $100,000. Enfin, c'était de la folie en valeur en Ethereum. Mais c'est le premier gros succès on va dire semi-populaire d'une application Ethereum. C'était intéressant. Mais
passons plutôt à la question un petit peu connexe des investissements, avec 2 ou 3 articles que j'ai vu passer récemment sur l'évolution des investissements de ces dernières années. Et le nombre de licornes, de unicorns qu'on voit et les investissements qu'on appelle early stage. Et comme on a Jeff dans l'épisode, je me suis dit que ça pourrait être l'occasion rêvée pour lui poser la question sur cet article qu'a écrit Fred Wilson, un investisseur assez connu aux États-Unis, qui disait de 2012 à 2015, l'entrée en bourse de Facebook a un petit peu fait exploser les investissements de début de lancement, les early stage. Et aujourd'hui, on est un petit peu en train de revenir depuis 2016 à quelque chose de normal et la folie s'est un petit peu calmée. On a aussi vu que le nombre d'investissements depuis 2014 avait été divisé par 2,5. Donc, quand même, on est passé de 13... on parle toujours de early stage, hein, attention, mais dans le monde entier, on est passé de 13 000 à 6 000 environ, 13 000 en 2014 à 6 000 aujourd'hui, et un rapport de Atomico, je crois, s'appelle la firme en question, qui dit qu'en Europe, on a aujourd'hui 19 milliards d'investissements contre seulement 14,4 milliards, on parle en dollars, en 2016, donc une augmentation assez substantielle en Europe spécifiquement, et on aurait 41 unicornes, 41 licornes, donc ces sociétés tech fantasmagoriques qui pourraient devenir des énormes, qui ont une valorisation boursière énorme, donc qui ont un potentiel important, donc 41 de ces licornes en Europe. Donc du coup, je me retourne vers Jeff et je te pose la question, toi dont c'est quand même le métier d'investir et qui fait beaucoup d'investissements early stage, quel regard tu portes sur ce marché en quelque sorte, où on en est dans les investissements tech qui espèrent le pactole, le gros lot après quelques années? Ok, il me reste 21 minutes. Bon, on y va. Alors, il y a un ensemble de choses qu'il faut essayer de dépacter. C'est clair que après l'IPO de Twitter, de Facebook et un certain nombre de succès que des boîtes de tech ont eu, il y a eu énormément d'ingénieurs, de gens qui travaillaient pour ces boîtes, qui sont devenus business angels et qui ont de fait investi leur argent nouvellement gagné dans beaucoup de startups. Je précise, tu parles des gens qui travaillaient dans ces sociétés, Twitter, Facebook, et qui sont devenus millionnaires, multimillionnaires du jour au lendemain quand elles sont rentrées en bourse parce qu'ils avaient des actions de ces sociétés. C'est bien de cela que tu parles. C'est quand ils ont pu vendre leurs actions, c'est-à-dire 6 mois après l'introduction en bourse. C'est-à-dire que tu avais vu ce phénomène du temps de Google où il y a énormément des gens qui travaillent avec moi aujourd'hui en tant que co-investisseurs qui viennent de Google parce qu'ils ont fait beaucoup d'argent grâce à Google. Ils ont investi dans les années fin 2000, début 2010 en tant que business angel et ensuite ils ont levé des fonds. Donc tu as vu le même cycle il y a en 2013, 2014, 2015 avec ces boîtes qui sont devenues publiques. Il y a eu énormément de gens qui ont rejoint les rangs des business angels et qui se sont mis à jouer de la même façon que tu jouerais un petit peu au poker, à investir dans des boîtes. Tu as eu des plateformes telles AngelList qui ont réussi à rendre l'accès aux boîtes qui voulaient lever du funding beaucoup plus simple et donc ça a permis de démocratiser l'investissement de type angel et donc c'est à cause de ça. C'est un peu le Airbnb de l'investissement quoi. C'est bonjour ou le adopte un investisseur ou adopte une boîte quoi. Ouais, je sais pas si j'irais pousser l'analogie comme ça, mais en tout cas, ça a démocratisé l'accès aux investissements. Et donc, ça a augmenté de façon considérable le volume des investissements. Et il y a plein de boîtes qui ont été financées, etc., etc. Et puis, ces business angels que j'appelle des touristes se sont rendus compte que en fait, être investisseur, c'est très très dur. Faire juste un chèque, ça ne suffit pas. Il faut aussi aider la boîte
à se développer. Et pour avoir, dans la plupart des cas, il y a des exceptions, mais dans la plupart des cas, tu vas attendre entre 5 et 10 ans pour avoir un exit. Et donc, il y a un déphasage entre la notion de spéculation, qui est par définition court terme, et les réalités de l'investissement dans l'early stage. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que au bout de 2-3 ans, ils se sont rendus compte qu'ils avaient perdu plein de leurs boîtes, qu'ils n'arrivaient pas à lever de l'argent, à demander plus d'argent à leurs investisseurs. Et ils se sont dit, merde, c'est plus difficile que ce que je pensais. Et en plus, ça ne marche pas, je fais pas d'argent, etc., etc. Et c'est à ce moment-là que toute la folie autour des cryptocurrencies a vraiment commencé. Et donc, là où aujourd'hui, la spéculation se fait de façon absolument incroyable / débile, où tu peux mettre $1000 dans un bitcoin lundi dernier et tu récupères 30 ou 40% une semaine plus tard. Donc ça, c'est de la spéculation pure et dure. C'est même avec des options, tu as du mal à te faire autant d'argent, sauf s'il y a un mouvement boursier extrêmement violent. Et donc, c'est le rêve pour les spéculateurs. Et donc, il y a beaucoup, à mon avis, beaucoup de l'activité des gens qui essayaient de faire un quick buck, de l'argent facile sur de l'investissement early stage, qui s'est refocalisé sur les cryptocurrencies. Après, c'est le cauchemar des anticapitalistes là pour le coup, parce que c'est même les investisseurs qui du coup, au lieu d'investir dans des sociétés du travail, se mettent à investir, je vais pas dire dans du vent, mais dans de la monnaie. Donc c'est le capital qui fait de l'argent uniquement avec du capital, ça produit plus rien quoi. C'était la parenthèse politique, mais bon, c'est intéressant quand même quoi. C'est pour ça que quand tu regardes l'augmentation du Bitcoin sur les 3 derniers mois, comme on dit en anglais, if it's too good to be true, it is. Donc si c'est trop beau pour être vrai, c'est que c'est pas vrai. Et donc à un moment ou à un autre, il y a pas de structure fondamentale qui explique les niveaux de prix que l'on a aujourd'hui, si ce n'est une manipulation. C'est soit la folie collective, soit la manipulation, ou les deux. Ouais. Et donc, ce qui se passe au niveau du monde des startups dans lequel je vis au jour le jour, et nous, de toute façon, on investit de façon très... en gros, quel que soit le cycle, que ce soit un cycle montant, descendant, à plat, etc., on fait à peu près entre 12 et 15 investissements nouveaux par an. Et on a continué à avoir ce même rythme. C'est vrai que, comme tu le disais en introduction, on a élargi le type ou les types d'investissements que l'on fait, c'est-à-dire que vous faites plus uniquement de la tech, hein, j'ai l'impression. Ouais. On fait de la tech au sens large, c'est-à-dire que quand tu regardes la plateforme de Uncork, puisqu'on a renommé la boîte, c'est plus Softex, c'est Uncork, c'est en gros du soft d'entreprise, donc B2B SaaS, un petit peu de place de marché, un petit peu de consommateurs monétisés, un peu de hardware, donc des trucs aussi bien consommateurs que industriels, et la dernière partie, c'est ce qu'on appelle les frontier tech, donc les technologies de frontières. Je ne sais pas si c'est bien défini en français, mais en tout cas en anglais, en gros, ça couvre tout ce qui est intelligence artificielle, réalité augmentée, réalité virtuelle, tout ce qui est technologie de l'espace. Donc mon dernier deal, par exemple, avec une équipe qui est aux 2/3 française, c'est une boîte de space tech. Donc on va envoyer des satellites dans l'espace. Pas mal. On va faire, c'est super rigolo. On fait aussi, on a investi dans une boîte qui développe un chip, une puce spéciale pour l'intelligence artificielle spécifiquement focalisée sur les robots et les trucs autonomes, les voitures autonomes, les camions autonomes. Donc c'est ce qu'on appelle un perceptual chip, donc je sais même pas comment ça va se dire. Une puce de perception, tout simplement. Une puce de perception qui va gérer en fait tous les signaux, que ce soit la vidéo, que ce soit. Parce qu'en gros aujourd'hui le problème que l'on a, c'est que la puissance de calcul que l'on a du mal à analyser tous les signaux qui viennent des caméras et des lidars, des lidars, je sais pas si ça s'appelle lidar en français, mais des radars, radar laser. À 65 ou 70 miles par heure. Donc aujourd'hui, si on veut des voitures qui vont vite, on a besoin de puces plus puissantes, en gros. Mais du coup,
excuse-moi, j'ajoute une question sur la question européenne. Est-ce que c'est un marché que je pense que t'en es pas très très proche, donc tu le suis d'un peu loin, mais on voit effectivement ces augmentations des investissements qui est assez régulière depuis 5-6 ans. Est-ce que c'est une tendance que tu sens toi ou bon, c'est quelque chose qui reste anecdotique pour les gens de la Silicon Valley? Oui, on a vu effectivement énormément d'augmentation. Une maturation. Une augmentation des chiffres en Europe, ce qui est bien parce que pendant très longtemps, l'Europe était un peu le parent pauvre du monde de l'investissement par rapport aux US et à la Chine, parce qu'il n'y avait pas suffisamment de fonds en local. Donc pour les entrepreneurs européens, c'est une super bonne nouvelle, c'est qu'aujourd'hui, les marchés, que ce soit au niveau seed, donc l'early stage, soit au niveau Series A, donc les boîtes qui lèvent leur premier gros tour de financement, il y a une grosse structuration du marché et maintenant c'est possible de trouver plein de fonds qui se sont organisés pour financer ces boîtes. Et on retrouve dans les chiffres mentionnés donc par Atomico qu'il y a une grosse augmentation. En ce qui concerne les licornes, je veux dire, moi, ça me fait toujours marrer qu'une boîte dise, j'ai atteint la valeur de $1 milliard dans une transaction privée, parce que ça veut rien dire. En gros, une transaction privée, c'est un accord entre l'acheteur et le vendeur. Et si jamais je décide que ta boîte vaut $1 milliard, même si tu fais 1 euro de revenu, c'est ma décision, il n'y a pas de problème. La seule valorisation qui compte, c'est celle que tu as soit quand tu vends ta boîte, soit quand tu la mets sur les marchés publics, ou quel cas tu es à la demande, à la merci de l'offre et de la demande, et donc tu as un vrai prix. Et la seule valorisation qui compte, c'est cette valorisation publique. Ou celle de ton exit. Tu dis ça, effectivement, je comprends, c'est celle qui compte concrètement parce que c'est ça qui va faire ou défaire une société. Mais il y a quand même une certaine valeur quand on voit que quelqu'un va accepter d'investir tant de sommes, enfin une somme X pour une part Y d'actions dans la société. C'est artificiel, je suis d'accord, mais c'est quand même pas 100% incohérent. C'est qu'il y a quelqu'un qui estime, à tort ou à raison, moi je pense que ça vaut tant. Donc c'est sur ça que sont basés les fameux statuts de unicorns, de licornes. Alors ensuite, on peut dire que ça veut rien dire, mais enfin que ça n'a pas la valeur qu'on leur accorde. Mais c'est ça les unicorns. T'es en train de dire que les licornes ça n'a aucune valeur. Le statut artificiel. Non, oui, mais... C'est artificiel. Voilà, ça n'a pas. C'est pas que ça n'a pas de valeur, mais comme et tu as aujourd'hui plein de boîtes qui vont aller publiques, donc IPO sur le Nasdaq ou sur le NYSE, qui vont le faire à un discount de leur dernière transaction. Je sais plus quelle est la dernière, mais en gros la boîte est sortie sur les marchés publics et ils l'ont fait à la moitié de la valeur de la dernière transaction et en dessous de celle d'avant, tu vois. Et donc ça veut dire que pour qu'un investisseur soit in the money, donc ne fasse que récupérer son argent, ça veut dire qu'il faut qu'ils espèrent une augmentation de la valeur de la boîte dans les marchés publics, ce qui est une super bonne nouvelle. Il faut que l'action prenne 2 fois sa valeur, en l'occurrence, sur cet exemple, pour que... Oui, d'accord, effectivement. Donc, on est dans quelque chose d'artificiel. Ouais. Il y a eu une autre des évolutions. Donc on parle aujourd'hui dans stage, mais il y a aussi des évolutions au niveau growth, donc late stage, donc à la partie croissance, transactions qui se font à quelques centaines de millions ou à des milliards de dollars de valorisation. C'est que tu as plein d'investisseurs qui se sont rendus compte que, en gros, ils surpayaient pour les boîtes dans lesquelles ils investissaient parce que c'était essentiellement une espèce de super excitation qui était la boîte, sa valeur va continuer à monter, sa valeur va continuer à monter. Et c'est une grosse partie de ces gens-là ont arrêté d'investir, mais en même temps, il y a le fonds SoftBank qui a levé donc presque 100 milliards de dollars pour investir à ce niveau-là. Et donc, ils sont devenus, en gros, à eux seuls, un petit peu le bailleur de fonds pour le monde de l'investissement de croissance, en écrivant des chèques de 150, 200, 300, 400 millions de dollars, voire dans le cadre d'Uber, ils sont en train de mener un syndicat de financement où ils vont acheter l'équivalent de 10 milliards de dollars de stock Uber. Et donc,
à eux seuls, juste pour qu'on se rende compte de l'énormité de ce truc, les fonds de capital risque américains ont à peu près 92 milliards de dollars en réserve. C'est-à-dire que si tu additionnes le montant de l'argent qui est disponible dans chacun des fonds, ça fait 92 milliards. Et donc, un fonds, le SoftBank Vision Fund, a plus de cash à investir que l'ensemble de tout le VC américain. Ce qui est incroyable. Et ce qui veut dire que ça va complètement foutre en l'air la dynamique habituelle du monde du financement. Et c'est là où il y a des boîtes qui vont se retrouver à avoir un financement de SoftBank et avoir 200, 300, 500 millions de dollars dans leur bilan sans forcément avoir les résultats qui le méritent, si tu veux, qui vont avec, parce que SoftBank va faire un pari que c'est la boîte qui peut gagner le marché. Et donc, ça va encore faire déconner pas mal de trucs. Donc, en gros, pour répondre à la question, oui, il y a une décélération, mais c'est une décélération, je dirais, spéculative. Moi, quand je parle avec mes pairs, donc les gens qui travaillent avec moi, effectivement, ils ont un peu décéléré leur niveau d'activité sur leur secteur traditionnel, et nous on n'a pas vu cette décélération parce qu'on s'est mis à investir dans des choses un peu plus risquées comme l'espace, comme les chips, et donc voilà quoi. Et on verra un peu. Et en gros, ce qu'il faut savoir, c'est que on était un peu en surchauffe en 2014, 2015, 2016, et donc ce refroidissement, je pense, est plus que bienvenu. D'accord. Bon, bah c'est effectivement la conclusion, je pense, de cette histoire, c'est que ça calme un petit peu le jeu et c'est pas forcément une mauvaise chose. Bah écoutez, on va passer après nos longues discussions sur les crypto-monnaies et les investissements, on va passer aux news et rumeurs. Mais avant ça, j'aimerais bien sûr, comme toujours, remercier les auditeurs qui choisissent de soutenir le Rendez-vous Tech financièrement. Et donc, en l'occurrence, je remercie du fond de mon cœur, de mon petit cœur ému, Pierre Ambise, Adrien Pérez, Moebius, je me demande si c'est le vrai, Thomas Bordou, Vincent Cotet et Angon. Merci à vous tous et à tous ceux qui choisissent de soutenir l'émission financièrement. Vous savez que c'est possible sur Patreon, patreon.com/rdvtech. Et d'ailleurs, puisqu'on parle de Patreon, il faut quand même que je vous dise un petit mot sur une décision qu'ils ont annoncée il y a quelques jours de changer la structure des frais de transaction. On parlait de frais de transaction tout à l'heure, qui on va dire, pour dire les choses poliment, qui n'est pas tout à fait comprise ou acceptée par tous les créateurs. Et donc, bon, il y a des petites choses qui se passent. J'ai fait un article sur Patreon, justement. Si la chose vous intéresse, je vous encourage à aller voir de quoi il s'agit. Je détaille tout ça sur l'article, mais les choses sont très mouvantes et fluides, donc je vais pas m'étendre trop longtemps. J'ai répondu à plein de questions très en détail sur l'article en question, mais je pense que les choses vont continuer à évoluer. Donc, une fois que les choses se seront calmées et adaptées, je vous en parlerai un petit peu plus longuement et je vous expliquerai tout ça parce que bien sûr, il est très important pour moi que vous compreniez tout ce qui se passe à ce niveau. Et évidemment, si jamais la situation finale ne me convient pas tout à fait, on pourra trouver des solutions en adaptant les niveaux des récompenses, tout ça. Donc moi, je suis pas trop inquiet. Je pense que ça pourra se gérer. Mais voilà. Donc, je voulais le mentionner. Allez voir l'article sur la page Patreon si c'est une chose qui sur laquelle vous vous interrogez. J'ai énormément d'infos, énormément de réponses là-dessus, et je vous tiendrai au courant, bien sûr, quand on en saura plus. Je pense que d'ici ce soir, demain, après-demain, on aura plus d'informations de la part de Patreon. Mais le truc important, c'est que les auditeurs qui ont vu tout ça m'ont confirmé que avant tout, ils voulaient soutenir l'émission et donc qu'on pourrait trouver un moyen qui conviendra à tout le monde. Ça m'inquiète pas trop à ce niveau-là. Bref. Encore une fois, toutes les infos sont sur Patreon. La page est publique, patreon.com/rdvtech. L'article en question est disponible pour tout le monde et il y a plein de questions et plein de réponses.
News et rumeurs, je voulais attraper Jeff avant qu'il ne file, et c'est pour ça que je vais un petit peu vite. Il y a Facebook qui a annoncé qu'il lançait Messenger Kids, qui est une application séparée de leur application Messenger, qui est conçue pour les enfants de moins de 13 ans. Vous savez que les enfants de moins de 13 ans n'ont pas l'autorisation d'ouvrir un compte Facebook officiellement, mais on sait bien qu'il y a beaucoup d'enfants qui le font malgré tout. Eh bien là, c'est un compte qui est lié au compte des parents, et les parents doivent accepter tous les contacts des enfants et doivent même être amis avec eux ou avec leurs parents si c'est des enfants. Et de cette manière, ça permet d'une façon de contrôler ce que font les enfants sur Messenger et sur Facebook, ce qui est peut-être pas plus mal, mais en même temps, Facebook a dit qu'il ne mettrait pas de la pub sur cette application. Mais ça veut pas dire qu'ils commencent pas à engranger les données sur les enfants pour être prêts à mieux leur donner de la publicité quand ils seront en âge de recevoir de la publicité. Donc Jeff, toi qui as des enfants qui maintenant sont grands, sont à l'université, je suis curieux de savoir quel regard tu portes là-dessus, et puis je demanderai à Corben ensuite, lui aussi, qui a des enfants un petit peu plus petits. Mais Facebook, du coup, pour enfants, bonne chose ou mauvaise chose ? Bon, écoute, moi c'est assez simple. Ma fille a prétendu qu'elle avait 18 ans ou 16 ans quand elle en avait 13, donc d'ailleurs faut que je fasse changer son nom, sa date de naissance une fois pour toutes. Et donc à l'âge de 13 ans ou 12 ans, elle était sur Facebook. Et est-ce que c'est une bonne chose, une mauvaise chose ? Je pense que c'est super. Les gamins vont toujours trouver un moyen de passer au travers des trucs parentaux, donc je préfère avoir un système où tu peux effectivement voir ce qui se passe et essayer de limiter la casse en termes de bullying, etc., etc. Bon, full disclosure, le patron de Messenger, c'est un très bon ami à moi, et je sais parce qu'il a des gamins qu'il essaie de trouver vraiment la bonne approche d'ouvrir la communauté Facebook aux gamins en plus jeune âge. Nous, on est investisseurs dans une boîte qui s'appelle Class Dojo, qui ouvre encore. Bon, là, les gamins ont. Bon, c'est plus pour voir, pour que les parents aient visibilité de ce qui se passe en classe. Donc, c'est une communauté qui va te donner une espèce de feedback sur les différentes actions que le gamin a fait en classe. Et à ce jour, je crois que tous les jours, il y a à peu près 1% des gamins au monde qui utilisent Class Dojo. Donc, il y a déjà des outils, il y a déjà des infrastructures, des communautés qui sont focalisées sur les gamins. Moi, je n'irai pas contre, mais je sais que quand l'annonce a été faite, j'ai eu des copains qui ont eu une réaction extrêmement sanguine en disant hors de question que mes gamins utilisent ça. Est-ce qu'on peut, c'est ça la grande question en fait. Est-ce qu'on peut les en empêcher? Non. Je suis pas, ouais. Non, je pense pas. Enfin, en tout cas les miens, je peux te dire, ils se sont démerdés. Enfin, surtout ma fille, s'est démerdée depuis son plus jeune âge à utiliser les machins qu'elle voulait. Ouais. À 7 ans, peut-être qu'on peut encore contrôler, mais à 10, 9, 10, 11, ouais, ça me paraît compliqué, quoi. Je sais que tu dois partir, Jeff, donc on va te laisser filer. Merci beaucoup pour ton expérience et ta sagesse que tu as partagé avec nous dans cette émission. Et je te souhaite et on te souhaite une excellente fin de journée en Californie. Ciao. Merci et une bonne fête. Joyeux Noël. C'est vrai. Bonne année. On reparlera la prochaine fois qu'on se reparle, ce sera en 2018. Exactement. Allez. Ciao, Jeff. Salut. Quid de ton opinion sur Facebook du coup? Allez, toi t'es un défenseur du libre, t'es quelqu'un qui est contre la domination et l'hégémonie et la tyrannie de ces grandes sociétés américaines qui contrôlent nos données personnelles. Donc forcément t'es horriblement contre, non? Les enfants vont même plus sur Facebook, c'est un truc pour leurs parents, Facebook. maintenant les enfants vont sur Snapchat et même d'autres trucs qu'on connaît pas parce qu'on est trop vieux, tu vois. Donc voilà, mais j'avais un article, et excuse-moi, j'avais un article quelque part, je crois que je l'ai perdu. Sur les niche memes. Tu sais ce que c'est les niche memes? Non, enfin j'imagine que c'est les sites de niche, mais non, c'est des memes qui sont partagés par les enfants, mais genre des memes qu'ils font eux-mêmes. T'as l'impression que c'est fait avec Paint,
Et c'est des mimes, ils disent que c'est des trucs de niche qu'ils partagent principalement sur Instagram, d'après ce que je comprends. C'est des trucs qu'ils ont un petit peu fait avec Paint, où ils réunissent plein d'éléments de leur vie personnelle que personne d'autre va comprendre, mais qui les fait marrer. Et un exemple, c'était Things that happened at the party I had last night, des choses qui sont arrivées à la soirée que j'ai fait la nuit dernière, et t'as juste des photos de trucs bizarres avec des petits textes. Enfin, c'est... Bref, ça a rien d'exceptionnel, mais c'est juste effectivement, voilà, c'est des sortes de memes de private jokes qui n'ont pas vraiment des memes, qui sont juste des collections d'images. C'est surtout pour dire effectivement, il y a des modes qui se développent qui sont complètement obscurs pour des gens comme moi. Ouais, il y a des mondes sur Internet, il y a plein de mondes parallèles, hein, mais même quand tu vois. Quand tu vois tout ce que font les seniors, machin, nous on sait pas tout ça. Enfin, tu vois, il se passe plein de trucs, on est au courant de rien. Et les gamins, donc, ils ont des comptes différents pour le type de contenu qu'ils postent, et donc ils ont des comptes différents. Ils ont des comptes spécifiques pour poster leurs niche memes. Tu vois, c'est genre leur nom avec memes derrière ou enfin bref, c'était hyper intéressant. Mais oui, donc ton avis sur ce truc moi Facebook. je pense que Facebook enfin à la limite a la bonne approche parce que comme disait Jeff, on peut pas les empêcher, ça je pense que c'est sûr. On peut pas empêcher un enfant de s'inscrire sur Facebook, il suffit de cocher la bonne case en disant qu'il a l'âge qu'il faut et basta. Donc autant que les parents justement puissent avoir un peu le contrôle, mais une fois encore, tout ça, je veux dire, le jour où le gamin veut poster une connerie, il veut pas que ses parents le voient, il va se créer un compte à lui dans le dos de ses parents. Donc là, la seule solution, enfin, tous ces trucs-là, pour moi, c'est à mettre dans le même sac que tout ce qui est contrôle parental, etc. La seule solution efficace, c'est de discuter avec ses enfants pour leur enseigner les bases pour pas qu'ils fassent n'importe quoi. Mais après voilà, que Facebook mette ça en place, moi je trouve ça très bien parce que de toute façon, comme je disais, on peut pas l'empêcher, donc autant que ça soit fait proprement comme ça, quoi. Ouais, je dirais qu'effectivement, il y a cette préoccupation sur les données des enfants qui vont être récupérées dès leur plus jeune âge. Oui, alors ça aussi, ouais. Ça, c'est encore autre chose, mais bon, à la limite, je crois que il vaut mieux que les enfants y aillent. C'est un petit peu comme, tu sais, la conversation qu'il faut avoir sur le sexe. C'est que à un moment, il vaut mieux leur expliquer pour qu'ils soient préparés plutôt que de se mettre les doigts dans les oreilles et de faire la, ça existe pas. et en l'occurrence, si on parle de trucs comme Facebook, je crois que on peut parler des dangers de Facebook. Ça, c'est un lieu commun. Évidemment, on peut leur dire réponds pas à n'importe qui, fais attention aux liens sur lesquels tu cliques, fais attention aux messages que tu reçois si c'est des gens que tu connais pas, blablabla. Certainement, mais aussi en l'occurrence, leur expliquer, tu sais, Facebook, c'est une société qui gagne son argent grâce aux données qu'ils vont collecter sur nous. Alors, c'est une sorte de contrat tacite qu'on passe entre eux et nous, mais il faut savoir que ils vont utiliser ces données sur ton âge, les pages que tu aimes, les amis avec qui tu interagis, ce qu'ils aiment eux, pour pouvoir te présenter de la publicité de telle et telle manière. Et peut-être leur expliquer à 12-13 ans, ils sont pas, je pense, trop jeunes pour comprendre ces concepts, même si ça va leur passer un petit peu au-dessus. Au moins, ils sauront, ça restera quelque part dans leur tête, quoi. Donc, ils diront, je m'en fous, j'adore la pub. Mais le pire, c'est que c'est ce qu'ils disent. Mais au moins, je pense que effectivement, ça sera intégré quelque part et ça sera digéré. Et au bout d'un moment, ça ressortira. C'est ça. C'est ce que je disais. Ouais, j'ai l'impression. Donc, sinon, autre sujet connexe à la rentrée 2018, c'était une promesse de campagne d'Emmanuel Macron, si je ne m'abuse, interdire les téléphones à l'école. On parle pas de lycée et plus, bien sûr, mais on parle des écoles primaires et des collèges. Interdiction totale des téléphones. On va voir comment ça va être implémenté concrètement. Il y a déjà certaines communes et certains lieux où ils ont des casiers, des trucs qui sont accessibles en cas d'urgence, machin. Et moi, qui n'ai pas d'enfants, du coup, toi, tu as des enfants qui commencent peut-être à arriver à l'âge où on commence à se poser vaguement la question. Qu'est-ce que t'en penses de cette interdiction? Nécessaire, impraticable, enfin impossible à mettre en place? Impossible à mettre en place, ça c'est certain. Après, oui, parce qu'il y a pas que les téléphones, il y a genre la question pour les montres connectées, ce genre de truc. Ouais, mais au moins que ça reste dans les sacs, quoi. C'est vrai que quand t'as les gamins au collège qui passent leur journée à envoyer des SMS ou des WhatsApp ou ce que tu veux. Pendant ce temps-là, ils suivent pas le cours, quoi. Faut pas, enfin voilà, c'est pas des j'allais dire des surhommes ou des surfemmes, mais c'est pas des surgamins, quoi. C'est pas des super-héros. Ils ont pas le cerveau. Enfin moi j'imagine comment j'aurais
réussi ma scolarité si j'avais eu le smartphone et si j'avais été accro comme je le suis maintenant. C'est-à-dire Non, que mais enfin, on passe son temps à dessiner. Je me fais un peu l'avocat du diable. On passe son temps à dessiner, à se faire passer des mots avec les potes. Enfin, non, c'est pas pareil. C'est pas aussi intense. C'est pas aussi distrayant. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Je pense que j'aurais foiré mes études. Hein. Enfin, j'aurais foiré ma scolarité. C'est sûr. Donc, à la limite, bon, je trouve ça bien, mais même si c'est impossible à mettre en place, ouais, enfin, ça me semble sain. Voilà, ça semble sain. Je veux dire, on vient pas avec son animal de compagnie. On vient pas avec sa console de jeu. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Voilà, non, effectivement, t'as raison. au moins que ça reste dans le cartable, et puis que tout le monde, voilà, que ça sera un secret de polichinelle, mais ça sera au moins calme dans les cours, quoi, dans les classes. Ouais, moi je me dis à la limite même des casiers, pourquoi pas, tu le mets dans le. Enfin, bon, ça pose des problèmes après les trucs qui vont se faire voler ou. Mais bon, en même temps, après, il faut aussi comprendre les parents parce que on a tous des emplois du temps de ouf, etc. C'est bien que le gamin ait un portable parce que tu peux lui envoyer un SMS en lui disant que tu auras 15 minutes de retard pour venir le chercher, ou tu vois, ou alors lui il te dit ouais, j'ai fini les cours plus tôt, tu vas me chercher. Enfin voilà, tout ça moi j'avais pas avant, c'est-à-dire que moi j'attendais comme un couillon pendant parfois 1 heure parce qu'il y avait un problème et j'attendais, quoi, et je savais pas si j'allais pas dormir dehors. Bien sûr. Mais si le téléphone n'est pas utilisable par un moyen ou un autre pendant les cours et qu'à la pause de midi ou pendant la récré et que dès que tu sors de l'école tu peux le récupérer, je pense que c'est un bon compromis. Mais ensuite, bon, on va voir comment ils vont le mettre en place. Mais pour moi, si ça reste planqué dans le sac, c'est bien. Ouais, je suis pas certain que ça soit de ça qu'il parle. Hein. Je pense qu'il parle de casier et trucs comme ça. Ouais, bon. Casier à la limite, moi, les casiers, ouais. À voir si c'est faisable ou pas. La CNIL a mis en demeure certains fabricants de jouets. C'est déjà arrivé en Allemagne et je pense que c'est intéressant d'expliquer pourquoi, parce qu'il y a des jouets qui sont connectés et tout de suite ce qu'on va se dire c'est mais c'est parce qu'ils vont écouter les enfants et donc c'est un petit peu étrange avec les données, où vont les données, machin. Mais il y a plus que ça. Bien sûr, ça c'est une partie du problème, mais en plus de ça, l'autre problème c'est que généralement la communication est pas du tout chiffrée. Donc n'importe qui peut se connecter au jouet en question ou sur le site web en question et avoir les enregistrements, pas les enregistrements, mais le flux en direct de ce que le jouet entend. Et en plus de ça, le fait que le jouet, on n'y pense pas, mais c'est pas que le gamin qui va entendre. Il va entendre tout ce qu'il y a autour du gamin aussi. Donc ça peut être un problème énorme de vie privée parce que si en plus c'est pas protégé ni par code PIN, ni par bouton, ni machin, il n'y a pas d'authentification. C'est généralement par Bluetooth que ça fonctionne. Vous imaginez que ça peut devenir un problème substantiel quand le jouet n'est pas uniquement dans la chambre du gamin ou quand on est aussi dans la chambre du gamin ou quand il l'amène dans le salon ou voilà. Donc oui, c'est des problèmes théoriques, mais je pense que c'est bien que la CNIL mette son petit grain de sable là-dedans parce que c'est un peu la fête du slip là dans ce. Ils peuvent l'étendre à tous les objets connectés. Hein. Je veux dire. Oui et non, je crois qu'il y a un petit peu plus il y a beaucoup d'internet des objets, enfin d'objets d'internet des objets qui n'ont pas la sécurité de base, mais là c'est vraiment un micro accessible en Bluetooth sans aucune authentification. Donc ah oui, d'accord. Ouais. Donc là c'est un truc spécifique, j'ai pas suivi, je sais pas qui fabrique. Ouais, il y a 2 jouets, je me souviin plus des noms spécifiques, mais il y a 2 jouets spécifiquement. Et le problème c'est bien sûr le gamin, mais surtout le fait que ça soit un micro qui ils y sont allés genre ah ouais, c'est super les trucs connectés, ils écoutaient pas le rendez-vous tech. Tu vois, les fabricants, ils ont fait une erreur grossière, l'erreur de ne pas écouter l'émission, et ils savaient pas qu'il fallait faire attention à la sécurité de ce qu'on fait quand on touche à la tech et à l'informatique. Donc, heureusement, la CNIL est là pour rectifier le tir. T'as entendu parler de cette immobilisation, c'était la gare Montparnasse, je crois, le week-end dernier. Est-ce que ça, c'est un truc qui était hyper intéressant, enfin qui m'a fasciné. Ça a été causé par un bug informatique, bien sûr, mais un bug informatique, on n'a pas les détails, mais c'était dû à une ligne de code. Une seule. Et ils n'avaient pas de système de redondance qui faisait, c'était un changement de système, mais une ligne de code a provoqué ce bordel invraisemblable tout le week-end à la gare Montparnasse. Ouais, c'est fou. Ce qui est fou, c'est que les mecs n'aient pas pu corriger ça plus rapidement, quoi. Enfin, après, je sais pas, je pense que ça... faut la trouver, la ligne, tu te rends compte ?
Non, mais il y a dû avoir un truc en cascade. Ouais, mais t'as forcément du versionning, t'as forcément un truc, tu vois, à quel moment les mecs ont poussé tel truc et à quel moment ça mais commence à merder. Ils savaient d'où ça venait, ils savaient quel système était responsable. Ouais. Mais ensuite, pour trouver le problème qui fait que, dans ces conditions, tel élément a provoqué les problèmes en cascade qui font que ça apparaît. Ouais. Ils ont mis 2 jours, mais franchement... 2 jours, je suis convaincu. Le problème venait plus dans la préparation où tu dis, ils avaient pas les redondances nécessaires. Mais enfin, moi, j'ai du mal à jeter la pierre dans ce genre de truc parce que les systèmes informatiques, on sait qu'il va y avoir des problèmes. À un moment, il y a un truc qui merde, tu sais, ça arrive. Oui. Je dis pas qu'il faut pas vivre avec, enfin, il faut vivre avec, il faut être préparé, mais ensuite, à un moment, il faut vivre avec. Il y aura toujours des moments où ça va merder. Donc, oui. Bon, c'est pas marrant si t'es dans la gare et que t'es coincé, mais... Ça va merder, il y a ça va merder, c'est-à-dire que ça va merder, c'est sûr, parce que tu fais 0 test et parce que tu pousses les trucs à l'arrache vite fait bien fait. Ouais. Et puis il y a le truc, ça va merder parce que c'est la loi de Murphy, malgré le parachute et les bretelles, t'as quand même eu le petit grain de sable qui vient enrayer toute la machine. Donc là, je sais pas dans quel cas était la SNCF. Oui, sur le truc. Oui. Il faut, disons que je pense que ça mérite une petite enquête quand même. C'est ça, et heureusement, enfin, comme ça devrait être le cas, Elisabeth Borne, qui est la ministre des Transports, a gentiment convoqué le Borne, pas Dorn. Oui, c'est ça, c'est pour ça que je dis c'est pas ma cousine. A convoqué le PDG de la SNCF pour lui dire, alors tu vas me faire une petite explication, hein, parce que il faut qu'on comprenne ce qui s'est passé. Donc effectivement, il faut le parachute, les bretelles et la ceinture. Quand tu fais des systèmes comme ça qui sont des systèmes critiques, c'est pas juste une petite mise à jour d'application que certaines personnes utilisent. Bon, on est d'accord. Google est enfin en train de corriger cette erreur fondamentale de leur système d'exploitation Android où les emojis pour le burger et la bière étaient complètement enfin c'était une plaisanterie quoi. L'emoji pour le burger avait le fromage sous la viande, mais dans quel monde vit-on? Et la bière, il y avait la mousse qui flottait au-dessus de la bière et il y avait pas de bière sur les derniers 2 décilitres de la shop. Ah mais ça c'est normal, c'est parce que en Californie, les graphistes, ça ne mange que des salades de soja et ça boit que du jus de goyave ou je sais pas quoi. Ça mange pas de burgers bien gras, donc ça, ils savent pas les mecs, c'est pas leur faute. Scandaleux. Donc heureusement, Dieu merci. Mais c'était marrant parce que toute l'internet s'est enflammé pour cette histoire de mais où mettons le fromage dans le burger. Moi, j'avais jamais fait gaffe. Hein. Non, mais c'était récent. C'était juste le burger est un truc récent. Mais c'est marrant parce que tout Twitter, toute la sphère tech s'est enflammé pour cette question et j'ai trouvé ça mignon parce qu'on peut se dire oui c'est n'importe quoi, qu'est-ce que c'est que ce scandale qui n'en est pas un. C'était un scandale marrant, on a tous rigolé, mais c'est surtout que c'était un truc vraiment léger dont tout le monde pouvait rire et sur lequel tout le monde pouvait s'organiser une petite dans ces derniers mois et ces dernières années ont été tellement lourdes et toutes les engueulades étaient des trucs sérieux où le monde était dans la balance quoi. Là, c'était vraiment détendu, j'ai trouvé ça mignon quoi. Ouais, le monde est toujours dans la balance. Oui, bien sûr, mais c'était une pause, tu vois, c'était la récré de la tech en quelque sorte. Et Google a bien rebondi là-dessus parce que justement donc ils ont annoncé en grande pompe leur nouveau emoji burger et je crois ils sont associés avec enfin moi j'ai vu ça à Paris hein, ils sont associés avec je sais plus quel resto qui fait des burgers et en gros si tu venais en montrant le tweet de Google, je sais pas quoi, tu pouvais avoir un burger gratuit dans le resto en fait. Ah, c'est pas mal. Mais c'était conjoint avec Google quoi, c'était pas le resto qui avait pris l'initiative d'eux quoi, c'était avec Google. Ouais, voilà, c'est le genre de phénomène un petit peu marrant qu'il y a sur l'internet et qui peuplait, disons que c'était les seuls trucs importants qui se passaient il y a quelques années sur internet. Aujourd'hui, il y a d'autres choses, donc c'est le retour vers un monde un peu plus simple, tu vois. C'est vrai, s'il y avait plus que ça, on serait plus heureux, je pense. Ça serait pas mal, tu vois, on en vient à regretter le temps où les chiens faisaient du skateboard sur YouTube et où on avait que des vidéos de chats, tu vois. Aujourd'hui, c'est autre chose. Ouais. Entre parenthèses, le fameux emoji caca qui fronce les sourcils a été rejeté par le comité des emojis. On en parlait il y a quelque temps. D'accord. Donc voilà, on peut respirer. Il y aura qu'un seul emoji caca. Dommage.
Emoji non, Apple a trouvé un accord avec l'Irlande pour verser les fameux 13 milliards d'euros d'arriérés de taxes que lui réclame l'Union européenne. Alors, petit bémol quand même, il le verse pour le mettre sur un compte bloqué. C'est pas directement qu'il paye à l'Union européenne parce que ils ont fait appel de la décision. Mais l'Union européenne demandait quand même que l'argent soit versé sur un compte bloqué pour être sûr qu'il soit là quand la décision finale serait prise par les tribunaux. Et il y avait une sorte de de discussion même à ce niveau-là. Et ben finalement ça a été la décision a été prise, ça sera versé. Donc au moins cette étape est passée quoi. L'argent sera versé. Ouais, c'est un peu plus complexe que ça, mais effectivement, je crois que là la décision est prise, donc voilà quoi. Okay. Mais bon, il y a un recours qui est demandé par Apple, donc on verra. Peut-être que la décision sera annulée ou, en tout cas, si elle est confirmée, l'argent sera déjà sur le compte. Ah, c'est ça qui est fou, non, enfin moi je connais pas les détails de l'histoire, mais bon, que les mecs essayent d'optimiser à mort, ok. C'est le jeu, mais une fois qu'ils se font choper et qu'il y a demande de régularisation, enfin, je veux dire, tu la fermes et puis tu payes, quoi. Enfin, je veux dire, tu dis, oui et non, t'as le droit de faire appel de la décision. Ouais, mais là, tu passes pour le connard de l'histoire encore plus, quoi. Enfin, je pense, non? Ouais, je sais pas. Ouais, je crois qu'ils sont plus à ça près, hein. Ouais, peut-être, ouais. Non, mais enfin, oui et non, disons qu'il y a une vraie argumentation à faire dans l'histoire et c'est très complexe et on en a beaucoup parlé. Moi, je tombe plutôt du côté de l'Europe sur cette histoire spécifique, mais c'est normal que la société fasse appel et puis j'espère que moi, de mon point de vue, la décision semblait être relativement justifiée sans connaître tous les détails super précis. Donc j'espère que les tribunaux finiront par décider que oui, ils doivent bien cette somme, mais en même temps, si tu veux, c'est normal que dans un état de droit, ils aient le droit de faire appel d'une décision. Donc, je vais pas leur jeter la pierre. Ils ont parfaitement le droit, mais moi, Ouais. Voilà. T'aurais préféré qu'ils payent sans discuter. Non, mais je trouve ça un peu... mesquin. Ouais, mesquin, ouais, c'est ça. C'est le bon mot. Mais bon. Ouais, pour 13 milliards, je crois que n'importe qui se devient un peu mesquin, quoi. Ouais, c'est Apple, quoi, tu vois. Voilà, oui, c'est ça. C'est pas les 13 milliards que tu planques dans ton Patreon, quoi. Oui, dis rien. Tiens, un truc qui va peut-être te plaire. Microsoft a enfin officiellement dévoilé les premiers PC basés sur les processeurs ARM, qui sont bien moins consommateurs d'énergie. On en a des Asus, des HP, etc. On peut mettre du Bitcoin avec ou pas? Bon, à mon avis, c'est pas le processeur idéal pour ça. Donc, comme on en discutait la dernière fois, c'est des machines qui seront beaucoup moins puissantes, mais qui auront beaucoup plus de batterie. Est-ce que c'est des machines qui vont t'intéresser, toi, ou c'est pas vraiment ton truc, ces machines très, très peu puissantes? Si, c'est intéressant. C'est toujours pareil. C'est qu'est-ce que tu fais avec, quoi. Donc, si c'est traitement de texte, et navigation. Ouais, c'est ça. Si c'est pour surfer et faire du traitement de texte et puis des trucs de base, c'est très bien. Moi, je trouve ça bien. Justement, que t'aies un ordi qui dure avec une batterie qui dure, je sais pas combien de temps elles vont durer, mais plus d'une journée, ça peut être sympa. Ouais. Mais c'est sûr qu'avec des processeurs ARM et une émulation Windows, ça va pas non plus faire tourner vos logiciels qui consomment beaucoup, comme les jeux ou Photoshop ou ce genre de trucs. Ah bah non, mais pour des gens qui bossent, qui jouent pas sur la machine, si tu veux, regarde, par exemple, moi je prends mon exemple, j'ai juste besoin d'un navigateur et puis à la limite peut-être d'un petit logiciel mais très basique de retouche photo, quoi, tu vois, et ça se limite à ça, quoi. Donc là-dessus, sur ce genre de machine, je pense qu'elle ferait bien l'affaire. Alors après, si j'ai besoin d'installer des choses pour tester des softs ou des trucs un peu consommateurs, ça va peut-être vite m'énerver, mais en tout cas pour des gens qui travaillent, qui font, je sais pas, de l'Excel, du PowerPoint, des trucs un peu classiques de bureautique et du surf, je pense que c'est très très bien. Mozilla, le titre de ton article, je vais le lire spécifiquement. Mozilla veut libérer la reconnaissance vocale. Alors de quoi parle-t-on ? C'est un problème qui est assez intéressant. C'est le fait que les sociétés qui qui sont très avancées dans la reconnaissance vocale, c'est des sociétés comme Google, Amazon, Apple, qui sont bien sûr des sociétés qui vont garder la propriété
de leurs avancées technologiques dans ce domaine. Et c'est très compliqué de développer ce genre de choses dans le domaine du libre parce que on a besoin de données. Et bien sûr, on le sait, toutes ces sociétés ont énormément de données. Et donc, Mozilla a lancé un projet qui est un projet de reconnaissance vocale qui a besoin de données. Donc, ils ont développé un site qui permet aux gens qui veulent aider ce type d'initiative libre et ouverte d'aller donc sur le site et de simplement lire des phrases qui sont spécifiées et donner en fait leur voix pour entraîner ces modèles de reconnaissance vocale. C'est un truc intéressant. Est-ce que toi, t'as déjà donné ta voix? Moi je l'ai fait pour tester. Mais non, mais c'est important parce qu'en fait, c'est vrai que Google ou Amazon et quelques autres ont le monopole en fait sur ces technos. Et quand t'as des startups qui veulent lancer par exemple un objet connecté avec un module de reconnaissance vocale, elles sont obligées de s'appuyer sur les technos d'Amazon et de Google pour pouvoir l'implémenter, parce que sinon, ça voudrait dire tout redévelopper de zéro. Donc déjà, c'est très compliqué, et en plus, comme tu le disais, il faut beaucoup de data, donc c'est pas possible. Donc les boîtes doivent payer un abonnement ou une taxe ou un truc à Google ou à Amazon pour ce genre de choses. Et évidemment, là on est en présence encore d'un espèce de monopole un peu fermé, donc c'est bien que Mozilla prenne les devants, on va dire, pour l'avenir, et propose une alternative ouverte, libre, sur laquelle pourront peut-être émerger d'autres projets, etc., qui pourront utiliser ces outils de reconnaissance vocale sans justement être dépendants, encore une fois, des GAFA, quoi. C'est juste ça. Ouais. C'est ça qui est important à préciser, c'est que c'est pas un truc que Mozilla veut utiliser pour eux spécifiquement. C'est que l'idée est de développer de développer cette technologie pour la proposer ensuite comme base pour que d'autres personnes puissent développer. C'est un petit peu comme le problème des cartes. Quand on veut intégrer une carte Exactement. À une application, on a Google Maps aujourd'hui. Bon, il y en a d'autres, des ouvertes heureusement, qui proposent une alternative, mais pour la reconnaissance vocale, ça n'existe pas. Donc c'est important qu'il y ait une alternative libre, même si moi je suis pas gros utilisateur de libre, c'est une idée que je défends toujours. C'est important d'avoir une alternative. Donc voilà. C'est ça. Donc allez-y, ça vous prend 5 minutes, 3 minutes. Vous enregistrez 3-4 phrases et puis vous aurez fait votre part, quoi. C'est ça. C'est sur voice.mozilla.org. Alors c'est en anglais, pour le moment. Donc c'est quand même important de le faire, mais c'est voice.mozilla.org et ça fonctionne d'un appareil mobile, de n'importe quoi. Donc je me dis, ça peut être intéressant, tu vois, d'enregistrer des phrases en anglais, mais avec l'accent français, parce que quand tu parles à des systèmes de reconnaissance comme Siri ou Alexa ou je sais pas quoi en anglais, t'es obligé toujours, en tant que français, de prendre des accents pas possibles. En imitant, à la limite, tu fais de l'imitation d'américain, en fait, pour que les machines comprennent, en fait. Donc là, il y a peut-être moyen de détourner un peu le système pour élargir la compréhension avec des accents un peu, que ça soit de l'anglais, mais avec des accents un peu étrangers aux accents américains. Ouais, je crois qu'il y aura quand même beaucoup plus d'anglophones qui feront les enregistrements, mais ça se tente, pourquoi pas. Quelques chiffres. Les chiffres sur la réalité virtuelle. Sony a annoncé qu'ils avaient vendu 2 millions de casques de réalité virtuelle, leur PlayStation VR, et on a un cabinet d'analyse qui s'appelle Canalys, dont les chiffres sont pas forcément super fiables, mais qui disent que sur le troisième trimestre 2017, il s'est vendu 1 million de casques, donc la moitié pour Sony quand même. Le PlayStation VR est très populaire, et puis très populaire dans le contexte des casques de réalité virtuelle, et puis respectivement 210 000 et 160 000 pour Oculus et HTC. Donc bon, la réalité virtuelle continue son petit bonhomme de chemin. J'ai l'impression qu'on le dit tout le temps, qu'on le répète à chaque fois qu'on en parle. Mais bon, quand même, c'est important de mentionner le fait qu'elle a pas encore disparu. Ça arrive. Elle est pas encore arrivée, quoi. Pour moi, le gros événement, ça sera le casque de Facebook, de Oculus, le Oculus Go, qui sera, on va dire, à $200-300, on espère, et totalement autonome.
Ça sera. Ouais, mais voilà, la réalité virtuelle, c'est un gros sujet quand même. Oui, bien sûr, mais voilà. C'est juste bien, pour mentionner que elle continue ses ventes. Voilà, c'est pas l'explosion, mais on est au début, quoi. Ouais. Et Discord, un petit logiciel dont je voulais parler aussi, qui s'est lancé il y a quelques années à peine et qui s'approche des 100 millions d'utilisateurs. C'est un logiciel de communication par texte et par voix qui réunit des communautés de gamers. Et c'est assez intéressant parce que c'est un truc qui n'existait pas il y a quelques années de ça. Vraiment, on parle il y a 3 ans. Ils ont dû se lancer à ce moment, je crois. Justement, il y avait beaucoup d'autres services, mais qui avaient tous des problèmes de différents types. Mais c'est même pas. C'est il y a 2 ans. Ils sont lancés en mars 2015, donc il y a un petit peu plus de 2 ans, on va dire 2 ans et demi, 3 ans. Et ils sont à 100 millions d'utilisateurs. C'est vraiment un exemple de. Grâce à Mélenchon. Parce qu'il y a le Discord de la France Insoumise, c'est vrai. Mais tu vois, c'est vraiment ils ont répondu à. Non, mais oui, je dis c'est vrai parce que j'y pensais plus, mais bien sûr, je connais le Discord de la France Insoumise, mais c'est surtout des gamers, on va dire, c'est moins des communautés politiques, mais ils ont fourni un service facile à utiliser, utile, qui n'existait pas, enfin qui existait sous d'autres formes, mais pas exactement sous cette forme-là. Et ils ont connu le succès tout de suite. Alors c'est un truc, c'est marrant parce que je vois de plus en plus de podcasteurs qui l'utilisent, et même moi j'enregistre de temps en temps, encore assez rarement, mais je pense que petit à petit on va y transitionner parce que c'est une meilleure qualité de voix et c'est même plus facile à utiliser que Skype qui pose des problèmes par ailleurs. Mais c'est un gros succès et c'est un succès qui est très apprécié par ces communautés. Donc faut faire de la vidéo aussi en one-to-one. Même en plus que one-to-one, ils ont développé la vidéo maintenant pour tous leurs utilisateurs. Inviter, en fait. Ouais, mais c'est dans des salons privés en fait. Tu peux pas faire. Par exemple, tu pourrais pas faire un genre de podcast vidéo. Tu peux pas streamer, c'est vrai. Et la streamer, enfin voilà, avec les gens la voient tous quoi. Non, pas en privé. Ouais, c'est vrai. Mais oui, parce que ça demanderait beaucoup plus de de serveurs de streaming. C'est encore un autre problème. Ouais. Mais tu peux effectivement utiliser la vidéo déjà. Enfin, bon, c'est une petite success story qui est notable, je pense. Donc voilà, Discord, quand les gens en parlent, c'est des salons de conversation qui sont créés par des communautés. Donc chacun a son serveur, entre guillemets, son serveur privé, et ils peuvent inviter leurs amis, les gens de leur guilde, les gens de leur communauté de gamers. Généralement, c'est des gamers, et ils ont plusieurs channels de texte, et ils peuvent avoir plusieurs channels de chat audio. C'est généralement par jeu, et donc les gens qui se retrouvent vont dans ce channel pour pouvoir discuter ensemble quand ils jouent à un jeu où ils jouent ensemble. Et l'utilisation est en train d'être détournée par, tu le disais, le Discord de la France Insoumise, des podcasteurs qui l'utilisent pour ça, etc. Donc voilà, c'est un truc que je voulais mentionner parce que c'est un gros succès. Non, mais c'est très bien Discord. Ouais. Tu l'utilises toi, mais je l'ai déjà utilisé pour juste pour aller voir des trucs quoi, mais j'ai pas soudé de communauté autour. C'est très gamer spécifiquement, mais mais en fait tu peux le détourner. Enfin, tu dis c'est très gamer, mais là demain, en fait c'est moi j'ai découvert ça un peu. Parce que j'avais lu via un article justement sur la France Insoumise et ça m'intriguait en fait que en fait c'est juste les gens qui se rassemblent au même endroit, ils créent des chats, enfin des rooms, etc. et puis tout s'organise un peu comme une petite fourmilière, et c'était ça que je trouvais intéressant en fait, c'est que ça en fait c'est comme un forum en fait, tout simplement, un petit peu, ouais. Un peu, mais une espèce de ou même de chat tiercé quoi, mais c'est je trouvais ça intéressant que ça s'étende au-delà des gamers quoi, et bon là le truc de la France Insoumise c'était marrant parce que c'était je pense que ça a dû être proposé par l'équipe geek à l'époque quoi, qui devait être sur le truc, ou peut-être même un truc qui est sorti du mouvement, ou peut-être c'est ça carrément, et puis voilà, ça a pris de l'ampleur, et du coup moi j'ai été voir un peu quand j'en avais entendu parler, mais comme je joue pas, je suis pas gamer, j'étais passé à côté en fait. C'est quand c'est revenu un peu comme ça. C'est vrai, ça nécessite quand même un petit peu de maintenance. Nous, on en avait parlé sur avec les patriotes qui sont dans le Slack, et c'est vrai qu'on voudrait pas multiplier les trucs. On a déjà le Slack qui marche très bien, et Discord est très bien pour la voix aussi. Et puis bon, c'est 2 services
qui ont un petit peu une même philosophie, mais des usages dans la pratique qui sont différents. Mais on en avait parlé à un moment, et puis peut-être que on rediscutera de la chose. Bon, il y a. Et ce qui est marrant, c'est que c'est un truc qui est gratuit, hein, et il n'y a pas de. Enfin, je connais pas leur business model. Hein. C'est-à-dire que c'est gratos. Bah, tu peux t'abonner pour. Ouais, je sais plus quel est exactement les trucs que ça te propose. C'est Discord Nitro. Et c'est un abonnement qui est à $5 par mois et tu soutiens le développement, c'est optionnel. Bon, peut-être qu'à un moment ça, je sais plus ce que ça. Ah oui, ça te donne des emojis custom ou ce genre de choses. T'as un upload. Ouais, boosté, je vois les limites d'un upload boosté, ouais. Ouais, donc bon, c'est ce type de monétisation. Je sais pas si ça leur suffit ou si c'est ce qu'ils font aujourd'hui ou si ça changera plus tard, mais. Mais alors, alors là, je suis sur le site, je retrouve pas, mais dans mes souvenirs, il me semblait qu'il y avait une version donc hébergée par Discord, hein, que tu pouvais créer comme ça, comme tu voulais, mais que tu peux aussi l'héberger sur ton propre serveur. Mais là, je retrouve pas le truc, donc peut-être que je me trompe. Je crois que c'est centralisé Discord. Je me trompe peut-être, ou peut-être qu'ils avaient dans les premiers temps, mais parce que c'est ce qu'ils appellent entre guillemets leur serveur. C'est pas vraiment leur serveur. C'est à mon sens, à moins que je me trompe et qu'il soit possible d'héberger un serveur Discord, c'est chez eux et c'est juste une instance qui est hébergée chez eux. Donc c'est pas tout à fait un serveur privé, tu vois. C'est ça, ouais. Et enfin, ce dont je voulais parler, c'était, on l'avait évoqué plusieurs fois, la question des scandales, des vidéos qui ciblaient les enfants sur YouTube. Ah oui. Et en fait, YouTube s'est vraiment penché sur le truc et ils ont fermé les comptes de ce type de vidéos par centaines. Ils ont retiré des vidéos par milliers. Et donc, ils sont vraiment penchés sur le truc. Et surtout, ils ont dit qu'ils allaient augmenter leur équipe de modération et qu'ils allaient avoir 10 000 personnes en 2010 qui s'occupent de la modération. Ce qui sera pas plus mal parce qu'il y a vraiment du boulot, mais bon, on revient à la question éternelle de est-ce que c'est YouTube qui doit faire la police sur son site ou pas. Bon, je vais pas repartir sur la question, mais je voulais juste signaler que cette chose dont on parlait il y a quelques semaines de ça, ils sont vraiment penchés sur le truc et ils sont en train de nettoyer les vidéos qui ciblent les enfants, pour reprendre une expression peut-être un petit peu hasardeuse, ils sont en train d'y aller au Karcher, quoi. Donc bon, sur ce point, je crois que tout le monde s'accordera à dire que ce genre de vidéo où on voit Spider-Man qui embrasse Elsa un petit peu non consentante, bon, je pense qu'on est d'accord qu'il faut y aller violemment pour nettoyer tout ça parce que c'était inacceptable. Mais après, il y a aussi toutes les chaînes qui sont ciblées, je pense, qui sont pas forcément malsaines, hein, mais qui sont ciblées pour générer du trafic, parce que ça hypnotise un peu les gamins et ça, enfin voilà. Et puis après, du coup, ça génère des revenus par rapport à la pub, mais c'est des trucs totalement débiles. Tu veux dire les trucs d'ouverture de jouets, tout ça. Ouais, mais fait par des adultes, tu vois. Enfin, ouais, bien sûr. Pas des gamins qui vont déballer des jouets pour d'autres gamins. Enfin, pas des youtubeurs gamins, quoi. C'est vraiment, c'est calculé par des adultes pour se faire de la thune sur le dos des gamins. Bon, tant que c'est pas des trucs vicieux, c'est des trucs qui plaisent aux enfants. Bon, ouais, mais il y a un côté un peu malsain, quoi. Enfin, il y a de la manipulation. Pas. Il y a les adultes ont toujours fait des programmes vidéo pour les enfants. C'est pas. Ouais. Non, enfin, je sais pas, ça te dérange vraiment. Bah, je sais pas, je trouve ça un peu creepy de se dire que t'as un mec chelou à l'autre bout. Non, mais c'est pas forcément. De la France, si c'est un mec chelou, oui, mais c'est pas forcément des mecs chelous. Qui se déguise en petit lapin et qui déballe des Kinder. Enfin, tu vois. Ouais, je sais pas. Enfin, ouais, moi je sais pas, je trouve ça un peu malsain, mais bon après c'est pas. Enfin, voilà, c'est pas plus bizarre qu'un grand mec bizarre qui se déguise en dinosaure et qui va manger du gloubi-boulga. Enfin. Je trouvais ça bizarre aussi à l'époque. Ouais, d'accord, ok, peut-être. Non, enfin, je comprends ce que tu veux dire. Sur YouTube, c'est beaucoup plus n'importe qui peut le faire, donc tu sais pas si c'est des gens qui sont professionnels ou c'est machin. Ça peut être n'importe qui se déguise en lapin. Tu sais à faire ça pour aller discuter avec des oui, non, mais là, je trouve que je comprends ce que tu veux dire, mais je trouve que tu es un petit peu. Oui, je comprends ce que tu veux dire, mais. Il y a quand même des chaînes pour enfants qui sont faites par des adultes sur YouTube et toutes ne sont pas faites par des pédophiles, tu vois. Oui. Là, c'est un petit peu pas exagéré non plus, tu vois. Ah bon?
Merde, je savais pas. Bon, bah, du coup, je vais pouvoir autoriser Gulli à mes enfants, alors je pensais que c'était un D'accord. truc. Et sinon, dernière chose, le top des vidéos les plus vues sur YouTube. Alors, il y a comme toujours les vidéos françaises et les vidéos internationales, enfin mondiales. Alors, les internationales, c'est forcément Gangnam Style. en anglais. Bon, c'est pas Gangnam Style, mais parlons des françaises d'abord. La plus vue, c'est Overwatch Rap Battle, la vidéo de Squeezie. Ça me fait bien rire. Bon, la plupart, tu les as pas vues. Hein. Je peux te dire que... Non, mais celle-là, si c'est la plus vue, moi, je l'ai pas vue, donc tu peux la retirer. Bah, moi, je l'ai vue forcément parce que c'est Overwatch, mais oui, ça me fait marrer parce que je pense qu'il y a un de mes anciens collègues de chez Blizzard qui a ouvert le champagne quand c'était la plus vue, parce que c'est exactement le genre d'opération. Je sais pas si elle a été payée, si elle a été financée par Blizzard, celle-là, je suis à peu près sûr. Oui, c'est ça. Includes paid promotion, c'est très bien labellisé, c'est bien. Bravo Squeezie, et bravo Blizzard, ils ont suivi les règles, mais donc c'est bien signalé. Mais c'est marrant parce que c'est exactement le genre de truc sur lesquels on travaillait à l'époque où j'y étais, et je suis à peu près sûr que je sais qui a travaillé au montage, enfin pas au montage, mais disons à la promotion de cette vidéo. Donc ça m'a fait Jean-Pierre. marré. Non, c'est mon pote Alex qui est très sympa. Bon bah salut Alex. Et donc c'était la plus vue. Après, mais aucune d'entre elles j'avais vu à part celle-là. Il y a Zelda de Norman fait des vidéos, ok. La police de Mr V. On appelle des gens au hasard sur nos téléphones de McFly et Carlito. Ça j'ai vu, c'est trop marrant ça. Ah oui, d'accord. Ça c'est bien ça. Regardez ça, c'est drôle. C'est c'est le genre de truc qui existe ailleurs. C'est les trucs que les mecs faisaient à la radio quand il y avait pas Internet. Hein. Enfin, mais bon, c'est toujours très drôle. Hein. C'est comme les caméras cachées, tu vois, ça fait toujours rire. Ouais. Du classique. Louis Fonzi, je vais vous pécho. C'est une parodie de chanson de rap un petit peu beauf. Je l'ai écouté. Alors peut-être que je connais pas l'original, mais ça m'a pas du tout fait rire. J'ai trouvé ça très mal écrit. Mais bon, voilà. Quoi d'autre? L'élection des délégués 2017 de l'Hollywood. C'est mignon. C'est genre les délégués de la classe. Ça fait une parodie des candidat à la présidentielle. Bon, c'était marrant. Mais là, du coup, là, de ce que tu dis, c'est là, si le c'est top 10 des vidéos les plus vues en France. Ouais, mais alors ça veut dire qu'en fait, les gens qui regardent le plus de vidéos en France, c'est des jeunes principalement, c'est des gamins, quoi, parce que ça, c'est quand même la cible, c'est quand même les ados, quoi, sur ce genre de trucs. J'ai l'impression. Non, mais évidemment. Ou alors il y a, ouais, mais ça m'étonne qu'il y ait plus d'ados sur YouTube que d'adultes, mais peut-être que je me trompe. Le truc, c'est que, pardon, fini. Ou alors peut-être que les ados, ils se la regardent en boucle toute la journée. C'est ça, et c'est viral et ils se la font tourner tout le temps, quoi. Exactement. Les ados, enfin, d'après ce que je comprends, ce que disent les experts du domaine, c'est qu'effectivement, ils se regardent, c'est des vidéos de 5 minutes, qui se regardent plein de fois. Donc, c'est pour ça aussi. Ah, mais attention, hein, si le portable est interdit à l'école, je pense que les vues de Squeezie vont baisser. Il va faire la gueule, Squeezie. Mais ça va chuter, tout ça. Quoi d'autre en anglais? Mais tu sais ce qui est intéressant, et je fais pas de jugement là-dessus parce que il faudrait sans doute étudier la chose, mais ce qui est intéressant, c'est que les trucs en anglais, il y a des petites conneries, mais c'est pas juste des trucs de comédie, tu vois, type je me filme tout simple. Alors il y a un truc, c'est la plus vue, c'est le chanteur masqué 2, un truc thaïlandais de genre comment ça s'appelle, ces émissions où tu trouves des stars. Tout le monde est une star, je suis une star, la France a du talent, ce genre de truc. Où c'est un type déguisé en huître. Alors il ressemble pas vraiment à une huître, mais c'est un costume genre huître. Et il chante, et tout le monde devient complètement fou sur cette chanson. Moi, je l'ai trouvé complètement quelconque. Bref, je comprends pas trop. Par contre, la deuxième vidéo la plus vue, c'est Darcy Lane, une petite gamine de 12 ans qui va sur America's Got Talent et qui fait chanter sa poupée. Elle est ventriloque. Et c'est de la folie, quoi. Sa poupée chante mieux que la moitié des chanteurs. Et là, je vais dater enfin, je vais me dater moi-même. La plupart des chanteurs du top 50, quoi. C'est de la folie. Il faut que tu ailles voir cette vidéo. Darcy Lynn. Enfin bon, vous voyez dans les tops. Elle chante super bien et sa poupée chante super bien.
C'est incroyable. Puis bon, après t'as des trucs genre, mais des trucs intéressants, genre History of the Entire World, I guess, qui est super intéressant, super bien fait, super artistique, super intriguant, super éducationnel. Enfin bref, il y a plein de petits trucs comme ça. Bon, c'est pas et bien sûr il y a ce reporter de la BBC dont le gamin rentre dans la pièce dans le bureau qu'on a tous vu, celle-là je pense, qui est 10e. Mais voilà, j'ai trouvé ça plus divers et plus intéressant, les trucs en anglais, que les trucs en français, quoi. Je trouvais ça assez pauvre. Ouais, mais parce que peut-être que c'est plus varié, c'est pas que cible ado, justement. Pas que les cibles ados, peut-être que c'est tout le monde entier qui regarde, et pas juste la France. Et en France, on a un écosystème assez particulier sur YouTube, où on a eu énormément de méga stars YouTube très très vite. C'est vrai. Beaucoup plus qu'ailleurs. Donc, bon, c'est peut-être dû à ça aussi. Bref, voilà pour les tops de YouTube, et je crois que ça va conclure notre épisode d'aujourd'hui. J'espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie. Dis-moi, Corben, où est-ce qu'on peut te retrouver sur l'internet si on en veut plus après cet épisode ? Eh bien, sur le dernier blog de France, corben.info, parce que maintenant tout le monde est passé à YouTube et à Snapchat et à Twitter et tout ce que tu veux. Voilà, donc korben.info, et puis sur Twitter aussi, korben, tout pareil. Magnifique, merci beaucoup. Pour ma part, c'est NotePatrick sur Twitter et sur Facebook. Vous pouvez également écouter cette émission et d'autres sur frenchspin.fr. On arrive d'ailleurs pour le rendez-vous jeu à la fin de l'année, et donc on va faire notre épisode spécial bilan des jeux vidéo de l'année 2017 qui va être hyper intéressant, je pense, qui sera disponible la semaine prochaine. Donc je vous encourage à aller écouter ça si vous aimez de près ou de loin les jeux vidéo. Ça s'appelle le rendez-vous jeu, hein, donc c'est facile à retenir. The Game Rendezvous. Non, The Rendezvous Gaming. Ah, The Rendezvous Gaming. Et si vous écoutez cette émission sur une app de podcast comme iTunes au hasard, vous pouvez aller laisser des commentaires et des étoiles. Vous pourriez dire par exemple comme Julian Arevalo, qui a laissé 5 étoiles en disant meilleur podcast tech. J'adore ce podcast, je l'écoute depuis plusieurs années. Ce qui fait la différence par rapport aux autres, et que je trouve la très bonne analyse de Patrick et des différents intervenants sur le monde de la tech. Ce podcast aborde généralement l'impact de la tech sur la société ou bien des sujets liés à la politique, ce qui est vraiment une des particularités de ce podcast que je trouve la plus intéressante. Tu les écris toi-même les messages, non? Je te Parce que franchement... Non mais tu sais, et il dit l'unique défaut, s'il fallait en trouver un, c'est la périodicité. C'est long d'attendre 2 semaines. Toutes les semaines, ça serait parfait. Mon pire défaut, c'est la perfection. Je suis toujours à la recherche de la perfection. Tu vois. Non, mais tu sais, j'ai pensé, je m'excuse parfois et je me dis, faut pas trop qu'on parle politique, machin. Et c'est vrai qu'il y a un équilibre à trouver, et je pense qu'il faut bien sûr qu'on parle des sujets de tech, geek, de matériel, de smartphone, d'ordinateur. Bien sûr, il faut qu'on en parle. Mais c'est vrai que j'avais pas vraiment pensé au fait que c'est assez rare les émissions qui abordent aussi ces sujets de société, de politique en profondeur et en analyse. Je pense que les animateurs parfois, pas tous, hein, mais certains ont tendance à se dire oula, faut pas que j'y touche, c'est controversial, machin, ou ça va faire chier les gens, et j'y avais jamais pensé. Moi, j'en parle parce que c'est des choses qui me paraissent importantes et qui m'intéressent. Mais c'est vrai que il y a pas souvent ce type de discussion dans ce type dans ce contexte, quoi. Donc merci de ton commentaire, Julian. Je suis hyper touché que tu apprécies ce genre d'aspect aussi. Donc merci à toi. Et puis c'est tout pour cet épisode. On va se retrouver donc dans 2 semaines pour un nouvel épisode du Rendez-vous Tech. D'ici là, j'espère que vous vous porterez extrêmement bien, et puis que vous préparez bien vos périodes de Noël. On reviendra avant Noël normalement, donc ça va. On pourra se souhaiter joyeux Noël à ce moment. On vous fait de grosses bises et on vous dit à dans 2 semaines. Ciao à tous. Ciao.